Bonjour à tous. Je pense qu'on va démarrer pour ne pas perdre de temps, puisque les tables rondes s'enchaînent. Alors, effectivement, à la suite de cette table ronde sur justement la manière dont il faut être partenaire aussi des métiers quand on est dans une fonction de contrôle, la table ronde que j'ai le plaisir d'animer est sur le sujet de comment effectivement les fonctions de contrôle se positionnent. Est-ce que ce sont des freins ou des accélérateurs à l'utilisation de l'IA pour ce faire? Une table ronde très complémentaire. Fabrice Attali, qui est Chief Compliance Officer de Carrefour Banque et Assurance. Alice Glanard, responsable du pôle inspection fonction centrale au groupe Crédit Agricole. Stéphane Gomez, qui est directeur SCIT et GRC de Scaleway. Et Constance Jouard-Nolins, qui est inspectrice générale de BPI France. Et puis je vais me présenter aussi, Marina Sicollet, je suis présidente de Regulation Partners, qui est un cabinet de conseil en réglementation et gestion de risque. On a aussi l'habitude de faire des audits externalisés. La particularité, c'est qu'on s'est aussi mis à l'IA, avec une filiale dédiée, un pôle dédié, des data scientists. Et c'est vrai que sur ce sujet-là, on voit bien que quand on utilise l'IA maintenant pour faciliter finalement nos missions de contrôle et pour aussi avoir plus de productivité, je reviens sur ce qui a été dit en introduction par Jean-Pierre Michalowski tout à l'heure. C'est vrai qu'on passe finalement d'une modalité de contrôle par sondage à une exhaustivité de contrôle. Peut-être en introduction, avant effectivement de poser la première question à notre panel, c'est aujourd'hui, si on veut contrôler effectivement le KYC, on a beaucoup parlé de KYC ce matin, mais c'est évident que si on a 100 000 clients dans un établissement, faire un sondage de 50 dossiers, ça ne veut pas dire grand-chose. Et nos outils d'IA permettent effectivement, par des OCR, d'aller capter l'information de pièces d'identité et de vérifier la totalité de la qualité de la base de données. Ça ne veut pas dire que derrière, il ne faut pas aller vérifier ce que l'IA fait, parce que, évidemment, de temps en temps, il lit mal. Mais ça veut dire qu'avec un taux de performance de 95%, on a quand même beaucoup plus d'efficacité dans ce type de contrôle. Voilà un exemple parmi d'autres. Mais justement, l'idée de cette première question, comment les fonctions de contrôle, effectivement, que vous représentez, peuvent utiliser les algorithmes d'IA. Est-ce que d'ailleurs ce sont des algorithmes d'IA, est-ce que c'est de l'IA générative ou machine learning, deep learning, puisque finalement l'IA n'est pas née avec ChatGPT et l'IA générative. Quand on parle d'IA aujourd'hui, on pense surtout IA générative, mais il n'y a pas que ça. Comment vous les utilisez? C'est très intéressant d'avoir des cas d'usage, je pense, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, parce que ça permet de concrétiser comment effectivement on peut l'utiliser. Et même si c'est le début, il y a forcément des cas que vous utilisez déjà. Donc Alice, finalement, je vais vous poser la première question. Merci Marie-Agnès. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Au sein de l'inspection générale du groupe Crédit Agricole, on utilise en fait effectivement depuis quelques années les technologies IA. Donc on fait du machine learning. Très concrètement, cela nous permet en fait de développer des outils de détection ou de vérification, donc détection d'anomalies, vérification de conformité, et donc de passer, comme l'a dit Marie-Agnès, d'une logique de test par échantillonnage, qui a une efficacité assez limitée, à une logique de test exhaustif, qui est évidemment beaucoup plus intéressante, qui comporte bien sûr une part peut-être de non-fiabilité, mais j'ai envie de dire de manière peut-être un petit peu provocatrice que lorsqu'on fait des contrôles entre humains, on n'est pas forcément non plus fiable à 100%. On utilise également l'IA générative, donc également des cas d'usage très concrets. Il y a des outils de recherche dans des bases documentaires un peu larges, un peu difficiles à appréhender, donc on peut utiliser avec des outils qu'on interroge en langage naturel. Et puis très récemment, on a mis en production un outil dans lequel pour lequel j'ai beaucoup d'enthousiasme, qui est un outil qui permet de faire de l'analyse comparative entre des textes réglementaires, des textes internes. Et voilà, pour tous ceux qui ont fait un peu d'audit, vous savez que c'est un des premiers tests qu'on fait, vérifier qu'on a bien toutes les obligations réglementaires de notre corpus interne, et le faire à la main, à l'œil, c'est quand même particulièrement compliqué. Voilà. Merci Alice.
Constance, est-ce que pour l'inspection effectivement de BPI, vous utilisez aussi, et quel type de cas d'usage vous pouvez nous décrire? Alors tout à fait, Marie-Agnès. Alors nous aussi, comme nos homologues du Crédit Agricole, on tend de plus en plus à faire des tests exhaustifs plutôt que sur échantillon. Ceci dit, pour l'instant, on développe nous-mêmes des modèles qui ne sont pas encore apprenants. Donc on n'est pas encore sur l'IA côté modèle, pas encore machine learning. On est en cours de réflexion dans le cadre de la coordination avec les autres lignes de défense pour voir ce qu'on peut mutualiser comme outil, en fait, pour des raisons d'optimisation de budget notamment. Et en revanche, on utilise très largement l'IA générative pour étayer notre méthodologie, pour bâtir nos programmes d'audit, définir nos échantillons. On a un prompt qui nous permet vraiment de faire un échantillonnage par strate. C'est très peu coûteux par rapport à des logiciels spécialisés. C'est très flexible. On a des paramètres quantitatifs, qualitatifs. Et puis, c'est très bien formalisé. En fait, si le prompt est bien fait, toute la démarche est hyper bien décrite. Donc voilà, échantillons. Pour exploiter des résultats de test aussi, si on fait des sondages avec beaucoup de verbatim, c'est vrai que l'IA nous aide à en retirer vraiment les points principaux de façon qu'on espère objective, mais en tout cas de manière bien plus puissante que ce qu'on aurait fait nous. Voilà. Puis on est en train de développer avec notre DSI notre propre chatbot, qui pourra vraiment manipuler toutes nos données propres à l'inspection, qui sont confidentielles. Et donc ça, ce sera un gage d'efficacité pour préparer l'émission, et puis pour tout ce qui est reporting, pour faire les liens entre des sujets connexes de façon bien plus puissante que ce qu'on pourrait faire nous avec nos cerveaux humains. Merci Constance pour ces exemples concrets. Alors Fabrice, à conformité, on pense beaucoup à la LCBFT, bien sûr, et je suppose que vous allez nous en parler, mais il y a peut-être aussi d'autres usages. Oui, bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Donc effectivement, les missions et les thèmes de conformité sont très larges, ça a été rappelé plusieurs fois depuis le début de la matinée. C'est vrai que moi et mes équipes, on utilise beaucoup l'IA générative sur les sujets de veille réglementaire, de notes de conformité. C'est vrai que c'est une belle aide. Des textes par exemple de l'IBA qui sortent en anglais, en avoir vite un résumé traduit, c'est des choses vraiment qui gagnent un temps fou et un gain d'argent aussi au passage. Et c'est vrai que pour faire des notes, cas récent la semaine dernière, ordonnance de transposition de la directive Crédit Conso, voilà, en quelques minutes, j'ai pu faire avec mon bot interne sécurisé basé sur Gemini une synthèse pour la direction générale pour dire voilà les points majeurs, et il n'y a aucune surprise par rapport aux travaux menés avec la DGT. Voilà. Exemple parmi d'autres. On s'en sert aussi dans des outils d'aide à des synthèses et plans d'action de réunion Meet ou Teams. C'est une belle aide aussi, y compris quand on est absent à une réunion, on a la synthèse. Et ça, c'est des outils, au-delà de la conformité, très chouettes. Donc ça, évidemment, ça c'est l'aspect veille réglementaire. Et évidemment, sans surprise, ça a été répété aussi depuis ce matin, un volet de la conformité qui est la LCBFT, la sécurité financière, où là on est dans l'industriel. Un peu comme tous les établissements, j'imagine, et aussi parce que tout le monde, à un moment ou à un autre, a eu un contrôle de la CPR et a vu ou a entrevu son outil Lucia, c'est aller sur les outils de machine learning. Donc ça ne veut pas dire mettre à la poubelle, bien évidemment, nos outils historiques basés sur des scripts, avec des seuils, des paramètres qui sont très forts et qui sont éprouvés, mais qui ont aussi toutes leurs limites. Et donc là, nous, on a mis en place en quelques mois au sein de Carrefour Banque un outil de machine learning spécialisé sur les transactions cartes qui nous permet d'aller débusquer des atypismes qu'on voyait pas forcément par nos scénarios classiques, un peu à la papa. Et je pense qu'on y reviendra. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a décidé de le faire en interne, à la fois pour des raisons d'explicabilité, mais aussi d'embarquement des équipes. Parce que, et ça a été redit aussi ce matin, c'est important d'embarquer les collaborateurs, et notamment les collaborateurs de la conformité, et de faire des développements internes avec des spécialistes de la data qui ne sont pas dans mes équipes. Je n'ai pas la chance d'avoir la taille critique pour ça, donc je m'appuie sur des top guns de l'univers du retail chez Carrefour, mais en associant les compétences LCBFT de mes équipes. Voilà, donc ça c'est le point. Et puis, parce qu'il n'y a pas que la sécurité financière,
on regarde en ce moment des choses plutôt sur la protection de l'intérêt client. On va mettre en place un outil d'IA pour l'aide à la validation des communications publicitaires, s'assurer qu'on ne loupe rien dans les mentions obligatoires et qu'il n'y a pas de mots ou de phrases qui ne vont pas bien. Et puis on va regarder aussi sur des données non structurées, sur des conversations téléphoniques enregistrées, alors dans le respect du RGPD bien sûr. Voilà, d'un point de vue devoir de conseil, transparence, essayer avec de l'IA de faire des choses qui sont très difficiles à faire ou très chronophages en contrôle de conformité très classique, unitaire. Donc voilà un peu le panorama côté Carrefour Banque. Merci Fabrice. Alors, vous avez parlé d'explicabilité, on y reviendra, je pense, tout à l'heure. Et pour compléter un petit peu justement ce panorama vu des fonctions de contrôle, Stéphane, qu'avez-vous à ajouter ? Question dure parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc moi, je vais apporter un point de vue un petit peu différent parce que finalement, je suis le DSI pour Scaleway, DSI qui a aussi des fonctions de sécurité et de conformité. Et donc, chez Scaleway, en fait, on offre des solutions de cloud qui sont souveraines et on offre aussi des solutions d'IA à destination de nos clients pour consommer en fait des modèles d'IA dans une infrastructure qui est sécurisée et hébergée en France. Et du coup, en fait, là-dedans, nous, on doit apporter toute la partie sécurisation de tout ça et on doit apporter aussi toute la partie contrôle, contrôle que ça respecte bien nos politiques, on fait bien les choses comme il faut, etc. Et donc, on a pris plusieurs points de vue déjà pour construire tout ça. Le premier, c'est d'utiliser, finalement, comme on est provider d'IA, c'est d'utiliser notre propre IA pour construire les fonctions de contrôle. Donc là-dessus, on se base sur une IA qui est hébergée chez Scaleway et on construit tout par rapport à ça. Et ensuite, parce que les fonctions de contrôle, finalement, on va les retrouver au niveau du juridique, on va les retrouver au niveau du produit, on va les retrouver au niveau des équipes du trust, des équipes sécurité, etc. On a mis en place une approche assez collaborative sur lequel, en fait, on essaye d'identifier les usages centralement avec les différentes équipes métiers. Donc ça, en gros, on vient les voir, on vient faire le point avec eux sur les tâches qui sont rébarbatives, automatisables, qui prennent du temps, etc. Donc on a un ensemble de critères là-dessus. Et puis par rapport à ça, on pense à, OK, ça c'est un bon use case sur lequel l'IA pourrait aider. Et donc il y a certains use cases qu'on a développés ou d'autres qu'on est encore en train de développer. Il y a des premiers cas, notamment avec la sécurité, sur lequel, en fait, côté sécurité, on voit énormément de data, énormément de signaux faibles et des fois c'est compliqué en fait d'identifier qu'est-ce qui est une vraie attaque d'une fausse attaque. Donc ça, on est justement en train de construire des choses basées sur le machine learning là-dessus. Mais on est aussi en train de construire des choses basées sur le LLM et des automatisations en plus. Je vous prends un exemple. Un cas d'un phishing, c'est hyper simple à automatiser parce que c'est tout le temps la même chose que les équipes font. Pareil, tout ce qui va être rapport d'incident, c'est des choses qu'on peut beaucoup automatiser parce que finalement, une fois que les données sont normées, on sait générer un rapport d'incident un peu comme il faut. Et après, pratico-pratique, d'un point de vue conformité, en fait, on fait aussi des audits sur nos produits, sur nos fournisseurs, etc. Et l'IA nous aide beaucoup à cadrer les plans d'audit, à identifier un petit peu quels sont les points à aller checker et aussi à construire toute la partie rapport d'audit, tout simplement. Merci. Alors, on a vu effectivement les différents cas d'usage. On voit bien que c'est source d'opportunités, mais aussi ça rend plus performants les contrôles. Cependant, il peut y avoir des risques, c'est sûr. Donc, quels risques effectivement voyez-vous? Comment les maîtriser? On a pas mal parlé dans les tables rondes précédentes aussi du coup de l'impact sur les ressources humaines, les recrutements et des types de compétences différentes peut-être qu'il faut pour maîtriser les risques. Constance, je vous laisse la parole là-dessus. Oui, alors les risques, c'est vrai qu'ils sont multiples. Après, une fois qu'on les identifie, on peut les encadrer. Moi, je vais en évoquer 3. Le premier, c'est le risque de fiabilité, qu'on a un peu évoqué en filigrane tout à l'heure avec nos cas d'usage.
L'IA, ça dépend vraiment de la qualité de la donnée en fait, qui est utilisée, hein, garbage in, garbage out. Ça dépend aussi du modèle, de la robustesse du modèle qu'on utilise, et puis du choix des données d'entraînement. C'est vraiment tout ça qui va déterminer le comportement et la performance du modèle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, le modèle d'octroi de crédit d'Apple Card avait été pas mal critiqué parce qu'il privilégiait les hommes plutôt que les femmes pour un profil financier identique. Donc il octroyait des plus grandes limites de crédit aux hommes qu'aux femmes. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les données sur lesquelles il s'était entraîné étaient biaisées. Un autre exemple aussi concernant la fiabilité, c'est tout ce qui est hallucination ou invention de l'IA. Nous, on cherchait des cas de jurisprudence pour illustrer la matérialisation d'un risque donné dans le secteur bancaire. Et l'IA nous en a donné un certain nombre qui étaient hyper clairs, très percutants, enfin des illustrations super convaincantes. Le problème, c'est que c'était des jurisprudences complètement fictives. Donc c'est vraiment hyper important de former les collaborateurs et puis de les former non seulement sur l'utilisation, mais sur les contrôles de cohérence à faire pour être sûr que ce qu'on obtient à la fin, c'est au moins aussi fiable que ce qu'on aurait obtenu humainement. Après, le deuxième risque, c'est la sécurité des données. Donc je mentionnais tout à l'heure qu'on était en train de développer notre propre chatbot propre à l'inspection de BPI France. En attendant, pour les données moins confidentielles, on utilise le chatbot dédié de BPI France. Mais c'est vrai que c'est vraiment important de savoir où vont nos données, comment elles sont stockées, réutilisées, etc. Et puis le troisième risque, alors j'appellerais ça le risque de productivité. On a dit tout à l'heure qu'il fallait embarquer les collaborateurs, et c'est vrai que le droit à l'erreur, c'est indispensable hein, si on veut pouvoir déployer des nouvelles technologies. Mais il faut bien à chaque fois se demander quel sera l'impact du projet, la probabilité de réussite du projet, et puis de là en déduire les moyens qu'on veut mettre au côté expérimental en fait à faire des tests. Enfin voilà, c'est du test and learn, mais là encore ça doit être encadré. Donc voilà moi les trois risques qui me viennent en premier à l'esprit. Et après en termes de compétences, étant donné qu'une bonne connaissance et compréhension de la donnée est un prérequis, nous, on forme régulièrement toute l'équipe à la donnée, l'approche par la donnée, la compréhension de la gouvernance et de la structure de la donnée. Et on recrute des experts data. Et puis, sur l'IA en particulier, on a aussi un programme de formation, enfin d'acculturation et de formation. On organise régulièrement des challenges innovation pour vraiment embarquer tous les collaborateurs. Et puis, on a un expert pour l'instant. À voir si on aura les moyens d'en avoir davantage. Merci. Fabrice, alors quel point de vigilance à la conformité? Alors, je dirais que l'IA, hein, c'est très mouvant. Je pense qu'on est tous fascinés par le degré d'adoption et d'évolution. Il se passe toujours des choses. Donc, c'est des opportunités et des points de vigilance aussi, parce que vous le savez tous, c'est maintenant très régulé. On a un cadre réglementaire avec l'IA Act, qui heureusement est de mise en place progressive. Donc moi ma vision conformité, deuxième ligne de défense, c'est bien évidemment déjà un risque de non-conformité potentiel si nos établissements ne se mettent pas en ordre de marche pour bien analyser les risques, le niveau de risque des IA, faire les diligences qui sont attendues, les formations et ainsi de suite. Vous connaissez tous les attendus de l'IA Act. Ça c'est un premier point de la pure non-conformité potentielle. Après, je rejoins tout à fait des sujets sur les hallucinations, sur la transparence, l'explicabilité, ce que je disais tout à l'heure, pouvoir documenter, expliquer pour bien comprendre, mais aussi en cas de contrôle, bien évidemment. Et puis, c'est un terme que je n'ai pas encore entendu ce matin et qui m'est cher dans mes fonctions de conformité, c'est aussi l'aspect éthique. On l'a évoqué, des aspects de discrimination maîtrisés ou non maîtrisés qui peuvent apparaître par des biais de ces outils. Donc ça, c'est, je pense, un point de vigilance qu'on doit avoir aussi avec la casquette de compliance officer, avoir un esprit critique. Et ça rejoint un peu la problématique des profils. Alors, idéalement, avoir des personnes dans les équipes compliance qui ont cette technique, c'est parfait. Pour un petit établissement, ce n'est pas forcément faisable. Par contre, moi, ce que j'attends, c'est des équipes, c'est d'être curieux, d'utiliser
utiliser pour soi-même, parce que si on veut donner des bons avis de conformité sur ces sujets, il faut aussi avoir tâté de la matière. Et je rebouche sur ce que je disais tout à l'heure, l'embarquement, par exemple, sur du machine learning, c'est hyper intéressant pour démystifier les choses. Donc moi, j'attends surtout de la curiosité, du recul et de la prise de distance aussi. Être critique, on voit bien les hallucinations. Ça peut être dans les outils d'autres directions, mais ça peut être dans les propres outils de la compliance, notamment la sécurité financière. Donc voilà, moi c'est ça les points principaux que je vois en opportunité sans aucun doute, vigilance évidemment sur le sujet. Effectivement, pour pouvoir bien appréhender les risques, mais aussi les opportunités, il faut expérimenter soi-même. Alors Alice, quel autre risque voyez-vous et comment les contrer? Donc, Fabrice et Constance ont cité les principaux. Moi, j'aimerais citer un risque qui est spécifique à l'audit interne, qui est le risque de piste d'audit, en fait de perte de piste d'audit quand on utilise de l'IA, puisque voilà, c'est une obligation forte qu'on a, la sacro-sainte piste d'audit. Et donc, il faut développer des méthodes pour construire ou reconstruire une piste d'audit fiable avec l'utilisation de l'IA. Donc ça peut être garder la trace du prompt, ça peut être d'adosser à l'utilisation de l'IA des contrôles de cohérence sur les résultats pour pouvoir justement les archiver. Donc ça c'est sur la partie risque. Et donc sur la partie compétences, donc le groupe Crédit Agricole c'est un groupe de taille importante. Il y a plusieurs milliers d'auditeurs internes au sein du Crédit Agricole. Donc on a pu investir dans des équipes dédiées en data, en IA. Donc voilà, on a des data analystes, on a des data scientists. Et puis on a également considéré que l'ensemble des auditeurs devaient maîtriser les fondamentaux de ces nouvelles technologies, de telle sorte à pouvoir les utiliser au quotidien dans leurs investigations. Donc voilà, on a toute la batterie complète, du socle de formation initiale et obligatoire pour tout le monde, ensuite des parcours de certification et puis autres hackathons pour continuer à acculturer et faire surgir des vocations parmi les auditeurs internes du groupe. Stéphane, sur les risques? Je vais éviter d'évoquer les mêmes risques que vous avez évoqués. Moi, il y en a un qui m'a un petit peu choqué dans la tech, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a quelques mois, vous avez la société Replit qui avait mis en place son agent IA et qui essayait de tester un petit peu son agent IA, qui a en fait supprimé toute la base de production. Voilà, donc je vous laisse imaginer les dégâts que ça a eu pour l'entreprise. Et ça, d'un point de vue sécurité et IT, on est très vigilant à ça. C'est qu'en fait, quand on donne à la fois qu'on met en place des systèmes d'IA, qu'on met en place de l'automatisation derrière, il y a une vraie question de fiabilité des actions qui sont réalisées. Après, ça rejoint des sujets aussi d'auditabilité. Ce n'est pas forcément des systèmes qui sont prédictifs, donc ce n'est pas forcément des systèmes où avec le même input, on a le même output. Donc c'est compliqué aussi à auditer ces systèmes-là. Et donc ça, c'est des cas où nous, on fait assez attention. Et en tout cas, le parti pris qu'on a pris, c'est de ne pas automatiser 100% de la chaîne. C'est qu'on a forcément, à un moment, une intervention humaine qui vient valider ce que l'agent IA aurait fait. Pour l'instant, on en est là, parce que justement, on n'a pas encore craqué ce côté fiabilité à 100% d'un agent IA. Donc ça, c'est un des risques qu'on voit. Et le deuxième risque, moi, qui est beaucoup plus humain, mais qui m'a un peu fait bizarre aussi quand on a commencé ces workshops avec les différents métiers. Donc pour poser le contexte, on a une équipe qui écrit la documentation de Scaleway, donc qui écrit le user guide de comment utiliser tel produit, etc. Et je leur demandais à quel point vous utilisez l'IA pour ça. Et la réponse c'est on ne l'utilise pas, on ne veut pas l'utiliser. En fait, il y avait une vraie appréhension de l'IA, une appréhension à ok, ça va voler mon taf, ça va voler mon boulot. Du coup, je préfère mettre des œillères et ne pas regarder, en fait. Et je trouve que ça, c'est un des risques où tous les efforts d'acculturation sont clés, mais en fait, c'est même pas un choix de passer à l'IA, c'est un peu une contrainte, en fait.
Et du coup, il y a tout un accompagnement humain des métiers à avoir là-dessus pour qu'ils se rendent compte que c'est un nouveau métier qui se crée, mais que l'ancien métier n'existera plus dans quelques années. Merci. Alors, les fonctions de contrôle ont aussi un rôle majeur à jouer dans la bonne utilisation, la conformité des systèmes d'IA qui sont utilisés par les métiers. On a commencé à parler de l'IA Act et effectivement, ça va entraîner des choses complémentaires pour vos métiers. Peut-être Fabrice, en commençant par la conformité, puisque la conformité est censée donner un avis écrit sur les nouveaux produits. Donc, est-ce que si le métier utilise de l'IA pour des prises de décision, pour automatiser par exemple la collecte d'informations clients, est-ce que c'est considéré comme un nouveau produit par la conformité? Marie-Agnès, avant de vous répondre, peut-être une prise de recul sur le sujet. Moi, je vois l'IA Act comme un nouvel objet de conformité, de manière très froide, un peu au même niveau, je trouve, d'impact qu'a pu être le RGPD en 2018, et avec beaucoup de liens d'ailleurs entre les deux, bien évidemment. Et donc, avant de parler de nouveaux produits, je pense que ce qui est important, c'est pour les corps de contrôle de réussir l'insertion opérationnelle de cet objet de compliance, de contrôle et d'audit dans notre cadre d'appétence au risque. Ça a été évoqué dans une table ronde précédente, de bien l'intégrer dans la cartographie des risques, de bien l'intégrer dans les plans de contrôle permanents, les plans d'audit aussi, ça a été évoqué, bien évidemment, le suivi des incidents, je dirais toute la panoplie habituelle que l'on a à notre disposition et comme obligation. Et donc, pour répondre à votre question, bien évidemment aussi, il y a la question des comités nouveaux produits, les approbations nouveaux produits. Alors, chez Carrefour Banque, à date, on n'a pas mis à jour la procédure pour spécifier littéralement l'IA en tant que telle. Par contre, c'est vrai que depuis plusieurs mois, dans tous les nouvelles approbations de produits, parcours, transformation, tout ce qui fait la joie de l'article 35 de l'arrêté du 3 novembre 2014, on regarde spécifiquement cette dimension IA en demandant la documentation, en demandant l'analyse de risque, le niveau de risque et les mesures de mitigation éventuelles mises en place au regard de l'IA. Et on a un point d'attention tout particulier sur l'IA embarquée, qui est un peu plus difficile à débusquer en apparence, que l'on peut avoir dans des logiciels de CRM, de gestion des ressources humaines et ainsi de suite. Et là, ça reboucle toujours souvent sur le sujet de la documentation, les explications, et même la maîtrise par les équipes métiers qui prennent un peu le paquet cadeau qui est poussé par des vendeurs, et à juste titre, qui se positionnent sur ces sujets d'IA. Donc c'est vraiment comme ça qu'on l'aborde aujourd'hui, mais pour répondre vraiment littéralement à la question, on l'a pas encore, on apprend et on se pose des questions sur la bonne appréhension, vision de vos produits. Voilà. Mais après, on est un petit établissement et donc c'est facile. Il y a mon DG ou des DGD qui ramènent les informations, donc j'ai pas de souci pour capter d'une manière ou d'une autre l'information. Merci. Alors, après la conformité, quel rôle de l'inspection, donc du contrôle de troisième niveau, de la troisième ligne de défense dans la mise en place des systèmes DA des métiers? Oui, donc évidemment, je vais commencer par réfuter l'idée selon laquelle l'audit interne serait un frein à l'adoption de l'IA. Moi, je travaille au Crédit Agricole depuis 25 ans et je n'aurais pas rejoint une fonction si je pensais que ça empêchait l'entreprise qui me nourrit depuis 25 ans de continuer à générer des profits. Ça serait complètement schizophrène. En revanche, les fonctions de contrôle dont l'audit interne sont là pour s'assurer que l'ensemble des nouvelles technologies sont adoptées de manière sécurisée. Et donc, de manière sécurisée, ça veut dire efficace. Donc c'est vraiment cette conviction que j'ai, et donc on le fait via des missions. Donc quelques exemples de missions qu'on a pu faire sur ces thèmes-là dernièrement. Donc on a réalisé une mission sur comment on maîtrisait les risques de fuite de données liés à l'utilisation de l'IA générative, puisqu'on peut, il peut être difficile en fait de bloquer l'accès à l'ensemble des outils d'IA générative qui sont accessibles via un browser Internet. Et dans les prompts, on peut en fait avoir des informations que la banque ne souhaite pas divulguer, qui partent à l'extérieur. Donc on a mené une mission
sur ce thème-là. D'un point de vue beaucoup plus technologique, puisqu'on développe des solutions d'IA en interne, on a fait des missions sur la sécurisation, mais là d'un point de vue logiciel ou d'un point de vue hard, sur la sécurisation de ces plateformes d'IA qu'on développe, qu'on administre en interne. Et puis, de manière plus globale, on fait beaucoup de missions pour s'assurer que nos gouvernances, nos organisations ont bien à tous les niveaux de la chaîne, donc de la conception du produit ou de l'idée d'implémentation d'un nouveau système, d'un nouveau logiciel, pris en compte, listé l'ensemble des risques qui peuvent être générés et qu'elle les traite aux différents niveaux de décision et de réflexion qu'on a dans l'entreprise pour gérer ce type de problématique. Merci. Constance, côté BPI, quel rôle de... Alors, je partage tout à fait ce qu'a dit Alice, hein, c'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement des métiers. Et alors, comment on fait ça quand on a une fonction de contrôle, troisième ligne de défense? On a de manière très classique un rôle de réassurance, donc on va prendre du recul, vérifier que les risques sont identifiés, mesurés et conformes à l'appétit en risque de la banque. Et cette prise de recul, ça permet de développer un cadre pragmatique et pérenne. Et pourquoi c'est important, pragmatique et pérenne? Parce que si on a un cadre trop permissif, on a les risques de fuite de données, analyse erronée, etc., dont on parlait. Si on a un cadre trop rigide, alors soit on dégoûte les collaborateurs d'utiliser les nouvelles technologies, soit on les incite involontairement à développer tout ce qui est shadow IA, et dans ces cas-là, on ne maîtrise plus rien. Donc voilà, donc les missions ne sont pas toujours effectivement... les gens ne sautent pas forcément de joie, ne sont pas immédiatement vécus comme un accélérateur, mais ce côté pérenne, c'est ce qui permet vraiment de participer très activement au déploiement des nouvelles technologies au sein du groupe BPI France. La deuxième dimension, Alice l'a aussi un peu mentionné, c'est le côté acculturation. Vecteur d'acculturation, en fait, à l'inspection, on est au contact d'énormément de collaborateurs de tous niveaux et on est très bien intégré dans la gouvernance. Donc on a des tribunes, en fait, pour faire passer des messages et on est véritablement vecteur d'acculturation pour les natures de risques concernant l'IA et la façon de les maîtriser. Donc voilà les deux façons dont on accompagne les métiers et c'est vrai que le déploiement de l'IA chez BPI France, c'est vraiment avec les trois volets, la technologie, les besoins métiers et puis l'aspect fonction régalienne qui sont vraiment embarqués à tous les niveaux. Merci. Et Stéphane, pour cette articulation fonction de contrôle métier? Oui, je vais vous parler un petit peu de mon entrée chez Scaleway. Du coup, quand j'ai repris la DSI chez Scaleway, on a fait forcément un point avec l'équipe sur la situation de l'IA. Et comme on a un positionnement qui est très sur le souverain et sur la sécurité, la confiance des données, etc., la position de l'équipe conformité à l'époque, c'était utilisation de l'IA interne ou rien. Mais vraiment rien. On pouvait venir avec n'importe quel cas d'usage, etc. Rien. Et en fait, après, quand on a regardé l'envers du décor, donc en sécu, souvent on fait ça, c'est on regarde un peu ce qui se passe en vrai. On voyait qu'on avait beaucoup de shadow IA, de shadow IT, de gens qui même payaient des notes, enfin faisaient passer des licences en notes de frais, etc. Et donc, ça, c'est la situation à un instant T. Et maintenant, c'est comment vous remettez d'équerre un peu tout ce beau bordel. Donc le premier point, en fait, ça a été déjà de mettre une stratégie claire au niveau de l'IA, qui est de dire, oui, IA interne, par contre, prouvez-moi que l'IA interne ne répond pas. Et d'un, on va améliorer l'IA en parallèle, mais de deux, oui, temporairement, on va vous ouvrir des accès à d'autres systèmes d'IA, potentiellement hébergés ailleurs, tant que ça ne fait pas poser un risque pour la boîte. Donc on a mis en place un peu tout ce process-là, qui est très temporaire, mais sur lequel, si quelqu'un a un besoin, je vous prends par exemple tout ce qui est génération de visuels, c'est des choses où, oui, ça ne fait pas porter un gros risque pour l'entreprise, parce que c'est que des données qui sont publiques, et eux, c'est un accélérateur de dingue, en fait, pour eux. Et derrière, la première réponse qu'on leur donnait, c'est « non, débrouille-toi ». Ça, c'était pas cool. Donc, on a revu un petit peu tout ce process-là. Et en même temps, on a beaucoup plus verrouillé au niveau du procurement. C'est-à-dire que là, tout ce qui est notes de frais,
du coup, c'est coupé. Tout ce qui est processus achat, c'est centralisé chez nous. Donc maintenant, on ne peut pas avoir un métier qui souscrit à une solution d'IA de manière payante sans qu'on le voit. Donc ça, c'est assez fort. Et donc du coup, on provoque ces discussions avec le métier pour éviter justement le côté Shadow IA et Shadow IT qu'on pouvait avoir. Après, là, on est dans une deuxième phase qui est toutes les solutions gratuites que vous pouvez avoir. Là, ça passe plutôt par des solutions de sécurité qui sont vraiment du blocage technique. On est sur ces phases-là de reverrouiller un petit peu plus, mais on ne pouvait pas reverrouiller un petit peu plus tant qu'on n'avait pas d'alternative à proposer. Et ça, pour moi, ça me paraît important, c'est qu'il faut proposer des alternatives, il faut comprendre le besoin avant de couper et tout verrouiller, parce que sinon on génère plus de shadow IT que ce qu'on souhaite. Merci. Alors, en conclusion de cette table ronde, l'IA-Act, on l'a un peu évoqué, mais on ne peut pas parler d'IA sans parler de l'IA-Act quand on est dans des fonctions de contrôle. Donc, il se met en place progressivement, on l'a dit, puisqu'en 2025, on a déjà eu la mise en place de tout ce qui était IA interdite et les normes aussi sur les IA à usage général. Et puis, en 2026, on aura effectivement toute la panoplie de la documentation énorme à fournir et de l'ensemble des contrôles à réaliser sur les IA qu'on considère comme à haut risque. Du coup, nouveau champ de contrôle, on l'a un peu évoqué, en 1 minute chacun pour conclure cette table ronde. Fabrice. Alors, chez Carrefour Banque, à date, c'est des sujets qu'on adresse surtout sur des sujets de contrôle cyber et data protection. On n'a pas déployé de contrôle spécifique à date, bien évidemment. On va le faire et on sensibilise surtout les métiers à faire déjà la première ligne de défense avant de parler de la deuxième ligne de défense et puis effectivement l'audit derrière. Mais voilà, c'est l'état de l'art chez nous est celui-là. Merci. Alice, justement, la 3e ligne de défense par rapport à l'IA-Act. Oui, donc l'IA-Act, c'est effectivement une réglementation qui va être extrêmement importante pour les IA. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule qui s'applique. Elle est très tournée protection de l'utilisateur, protection du consommateur, protection du citoyen. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres textes réglementaires qu'il faut respecter. Donc ça rentre en vigueur de mémoire jusqu'à fin 2026. Nous, naturellement, on auditera la conformité du groupe à cette nouvelle réglementation européenne, comme on le fait pour toutes les réglementations qui entrent en vigueur, mais on va passer plutôt, je pense, en 2027, pour laisser le temps au métier de se mettre en conformité, et ça va être particulièrement lourd, puisque conformité à l'IA-Act, ça présuppose un recensement de l'ensemble des IA, une classification, et puis tous les travaux de mise en conformité. Donc on va laisser le temps au métier de travailler avant d'aller les contrôler. Merci. De votre côté, Constance ? Oui, de même chez BPI France, on va intégrer l'IA-Act comme on l'a fait pour DORA sur la résilience opérationnelle ou BCBS 239 sur la qualité de la donnée, par exemple. Donc on va l'intégrer dans notre stratégie pluriannuelle et ce sera sans doute un mélange de chantiers dédiés dans des missions plus larges. Si on fait une mission au financement avec un modèle d'octroi avec de l'IA, on regardera la composante IA, et puis des missions cycliques vraiment centrées sur l'IA, voire sur l'IA-Act, pour avoir aussi une vision holistique. Donc voilà, ce sera un mix de ces deux approches. Merci. Stéphane ? Côté Scaleway, du coup, on offre des produits IA, donc du coup à destination de nos clients. Donc ça peut être une générative API où on va solliciter un modèle IA via une API. Ça peut être des modèles qu'on met à disposition dans des environnements dédiés à des clients, etc. Donc en fait, on sait qu'on va avoir nos clients qui vont nous demander vous êtes conforme à l'IA-Act, là, on s'engage contractuellement dessus, etc. Donc, nous, on avance sur le sujet de l'IA-Act, on avance aussi sur le partage des responsabilités. Parce qu'à un moment, en fait, on fournit un modèle, on fournit de la puissance de calcul. Maintenant, ce que le client va faire du modèle n'est pas notre responsabilité en tant que provider cloud. Donc ça, c'est très important aussi, c'est qu'on réfléchit aussi au... ce qui s'appelle le Shared Responsibility Model, mais au partage de responsabilités entre le client et nous sur un système d'IA globalement.
qu'on en est là pour le moment. Et puis comme vous l'aviez cité tout à l'heure, je pense aussi, Alice, il y a d'autres réglementations. Vous avez noté, par exemple, les différentes communications de la CNIL qui, effectivement, entrent en vigueur pour certaines, les fiches pratiques qui étaient en consultation l'année dernière et qui continuent sur les sujets, effectivement, d'IA et de protection de données. Donc, on a une problématique un petit peu transversale aussi à mettre en place. Mais je pense que c'était assez riche. Merci beaucoup pour tout.